Social selling. La deuxième chose à faire, donc, c'est de se concentrer du coup sur son setup de tracking et de web analyse et de mettre en place le maximum de choses qui vont vous permettre de limiter au maximum la perte de données. Vous allez perdre de la donnée, c'est sûr, c'est inévitable, mais il y a toujours des choses à mettre en place pour limiter ça au maximum. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. C'est une agence spécialisée en publicité sur Facebook et on vous aide à passer de $1000 par jour de budget dépensé sur la plateforme à 2000, 3000, 4000, 5000, etc. Bref, à vous aider à scaler sur Facebook Ads. Mon nom est Antoine Dalmas. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un expert du tracking, une personne qui est venue à plusieurs reprises sur le podcast, à savoir Rémi Villepelet. Comment ça va, Rémi? Ça va super, Antoine, merci. Et toi, comment tu vas? Écoute, ça va nickel, surtout quand je te reçois, parce que je sais qu'on va avoir du gros contenu. Il faut savoir que Rémi est passé à plusieurs reprises pour parler du Conversion API, pour parler un petit peu d'iOS 14, il me semble, pour parler un peu tracking Shopify, je crois. De Shopify, bref, de tracking. Donc forcément, attendez-vous à un épisode un petit peu plus technique que d'habitude, mais la situation l'obligeait quelque part parce que nous avons une grosse annonce qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps au Canada et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de la loi C25 ou de la loi 25. Rémi, qu'est-ce que c'est? Alors, la loi 25, ou la loi C25, du coup, c'est une loi qui a été appliquée au Québec, sur la région du Québec, sur la protection des données et de la vie privée des utilisateurs sur Internet. Donc, en gros, c'est la RGPD européenne que beaucoup connaissent à la sauce québécoise, si tu veux. D'accord. Pour les personnes qui nous écoutent de l'Europe, vous avez compris que du coup, on va parler d'une loi qui concerne pas mal le Canada. Ne partez pas parce que à la fin de l'épisode, justement, on va refaire un petit tour sur le RGPD en France, notamment en Europe, et ce que ça comprend pour vous. Je reviens à toi, Rémi. Pourquoi cette loi est passée récemment? Alors, je saurais pas te donner la raison exacte avec certitude, mais en Europe, si tu veux, il y a de plus en plus d'associations de consommateurs, etc., qui poussent en fait pour une législation la plus stricte possible afin de limiter l'accès aux données par les entreprises. Et du coup, il y a plusieurs régions du monde qui commencent forcément à s'aligner. Il y a eu la Californie, il y a pas mal de temps, le Brésil, il y a d'autres pays qui suivent petit à petit avec un petit peu leur adaptation. Donc voilà, il y a plein de versions différentes, si tu veux, de ces lois de protection des données, mais globalement, les fondations, c'est les mêmes. D'accord. Et qui vise-t-elle du coup? En fait, elle vise vraiment tout le monde sur Internet, tous les sites Internet et même les entreprises qui collectent, qui stockent de la donnée, en fait, en particulier des données personnelles. Même si tu fais pas de publicité, en fait, par exemple, si tu collectes des données pour la facturation, par exemple, eh ben, tu te dois, en fait, de suivre certaines réglementations. Forcément, c'est hyper complexe, très spécifique à chaque cas d'étude, c'est du juridique. Messieurs, en général, pour le cas le plus commun, c'est-à-dire les e-commerçants et les sites Internet, on a une base de règles assez simple, je mets simple avec des gros air quotes, à suivre. Mais le mieux, ça reste de se faire accompagner, en fait, par une personne technique et un avocat spécialisé dans ce domaine-là, pour implémenter le tout si vous voulez être absolument irréprochable. D'accord. Donc là, l'idée, c'est que si jamais, par exemple, tu as un e-commerce et que tu utilises Google Analytics juste pour suivre comment ça se passe sur ton site, là, pour le coup, tu es touché par cette loi. Ouais, c'est ça. Et en soi, je pense que même si t'as pas de tracker ou de choses comme ça sur ton site, tu peux probablement avoir avec un avocat, mais moi je le mettrais pour être safe. Et tu peux ne pas avoir de bannière ou toutes ces choses-là, mais bon, moi pour être safe, je le mettrais quoi qu'il arrive. Tu le proposes, même si tu ne fais absolument rien sur ton site, s'il y a aucun tracking. Parce que tu peux avoir des formulaires, des trucs comme ça. Donc oui, ok, oui, effectivement. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour être en conformité vis-à-vis de cette loi? Alors, du coup, la première chose à faire, c'est de mettre à jour votre politique de confidentialité sur votre site, ou d'en mettre une si vous en avez pas, ça arrive. Vous pouvez trouver des mentions légales obligatoires sur Internet. Ensuite, il faut que vous mettiez ce qu'on appelle une bannière de consentement. Donc, c'est plus communément appelé la bannière cookie. Nous, on appelle souvent ça aussi CMP, ce qui veut dire Consent Management Platform. Donc, en français, plateforme de management de gestion du consentement. On s'est compris. Les CMP, en fait, souvent, ça va être des SaaS, des Software as a Service, qui te fournissent en fait une bannière de cookies et tout plein d'autres fonctionnalités qui te permettent d'être en règle. Dans ces autres fonctionnalités, on compte par exemple le registre de consentement qui te permet de stocker en fait tous les consentements des utilisateurs, etc. Et de pouvoir le ressortir si besoin. Avec avoir une bannière du coup sur son site, ça suffit pas. Il faut que tes utilisateurs, il faut que tes balises de tracking se déclenchent en fonction du consentement de l'utilisateur. Tu peux pas juste avoir une balise qui fait joli et même sans consentement, tout se déclenche.
Après, cette bannière aussi, elle doit respecter certaines règles. Pour les plus grandes, je vais vous les citer avec un lingo un petit peu juridique, mais on doit pouvoir récolter un consentement libre, explicite et éclairé. Donc en gros, il faut détailler quels cookies sont présents, à quoi ils servent, et l'utilisateur doit pouvoir accepter, refuser ou personnaliser ses choix. Vous pouvez pas juste avoir une bannière qui dit on utilise des cookies avec un OK, où en gros ça laisse pas de choix à l'utilisateur. Okay. Après avoir fait son choix, l'utilisateur il doit pouvoir le modifier s'il le souhaite. Donc ça en fait c'est soit vous avez un bouton qui est tout le temps présent, qui vous refait apparaître votre bannière de cookies sur votre site, ou sinon ce qu'on fait en général c'est qu'on a un lien en fait dans la politique de confidentialité qui te permet de cliquer sur ce lien et de faire réapparaître ta bannière pour changer ton consentement. Je te pose une question parce que ça m'évoque justement une interrogation. Je sais que, par exemple, des sites internet, alors on s'éloigne du e-commerce, mais des sites internet d'information, tu sais, des journaux, très clairement, te proposent par exemple de soit tu acceptes tous les cookies, soit tu t'abonnes et tu n'as aucun tracking. Et si évidemment tu refuses les cookies, tu ne peux pas naviguer sur le site. Est-ce que ça, c'est des choses qui peuvent être appliquées? Est-ce que c'est même légal, ce genre de procédé, tu penses? Ouais, totalement. Alors moi, quand j'ai commencé à voir ça au début, je me suis dit, mais c'est des génies, ces gens-là. Enfin, ils sont trop forts parce que du coup, oui, les gens qui veulent vraiment voir le contenu, ils vont accepter. Et du coup, je me suis posé la même question. Je me suis dit, mais par contre, ça se peut que ce soit totalement illégal, en fait, avec la liberté un petit peu. Mais non, en fait, c'est totalement légal. En général, ces sites-là, qui proposent ce type on appelle ça des consent walls, un mur de consentement, qui te bloque littéralement si tu n'acceptes pas ou si tu ne donnes pas un choix. En général, ces sites-là, ils sont rémunérés grâce aux publicités qui sont affichées sur leur site. Donc souvent, les sites d'information, il y a des bannières un petit peu à droite à gauche, etc. Donc ouais, c'est totalement légal. Après voilà, le problème c'est que tu vas pas faire ça pour ton e-commerce dans le sens où les gens, voilà, tu viens déjà pour payer un truc, et puis c'est quand même un gros frein. T'es même pas sûr de le payer surtout. C'est ça, et c'est un gros frein à l'UX, donc l'UX, l'expérience utilisateur. Comme la conversion, tout simplement. C'est ça. Donc en fait, plus tu rajoutes des barrières, moins tu vas avoir de conversion. Donc si tu commences à demander aux gens de payer pour pouvoir rentrer sur ton site s'ils veulent pas de tracker, c'est compliqué. Mais ouais, il y a de plus en plus de sites comme ça qui le proposent, et ouais, c'est totalement légal. Okay. Mais du coup, pour finir un petit peu avec les règles, il faut récolter aussi du coup un registre de consentement. Souvent la fonctionnalité elle vient de ces CMP, donc c'est assez cool de les avoir. Si on fait un truc un peu une bannière de cookies développée de A à Z, ça va être un peu compliqué d'avoir ça, ou ça va être plus complexe du moins. Ou c'est aussi une fonctionnalité qu'on n'a pas forcément avec les intégrations natives des sites internet, du Wix, du Shopify ou les trucs comme ça. Après, toujours pareil, si vous voulez être safe à 100%, le mieux, c'est toujours de se faire accompagner avec un avocat qui va checker en fait votre installation complète. D'accord. Pour dire ok, là non, par exemple ici il y a un truc qui se déclenche qui devrait pas, ou il y a tel cookie qui est déposé qui devrait pas non plus. Ici il manque tel terme dans votre politique de confidentialité. Donc eux voilà, ils pourront vraiment vous donner un avis 100% légal quoi. Et après du coup pour les CMP, vu qu'on en parle, je vous citais en fait les CMP que nous on préfère, celles qu'on préfère et avec lesquelles on travaille souvent. Donc on va avoir Cookiebot, SIRData, donc SIRDATA, OneTrust, on a aussi Didomi, c'est la plus chère mais c'est celle qui a le plus haut taux de consentement. Okay. Et on a aussi Acceptio qui est pas mal pour le plan large, parce que le plan large en fait c'est leur plan le plus cher, mais c'est le seul moyen en fait d'avoir ce qu'on appelle justement ce consent wall qui te permet en fait de bloquer la navigation de l'utilisateur tant qu'il donne pas de consentement. Donc là en fait on lui demande pas de payer, mais au moins on lui demande de dire soit oui soit non. Parce que souvent en fait le problème de cette CMP là par exemple, c'est que sur les autres plans, c'est que si en fait elle est toute petite et l'utilisateur il peut continuer à naviguer sur ton site sans faire de choix, et donc du coup tu déclencheras aucun tracking quoi. Donc, d'accord. Donc pour l'insynthèse là tout de suite, on est dans une situation où dès que la personne arrive sur ton site, rien ne se déclenche en termes de tracking, en termes d'analyse du comportement, etc. Même de stockage de données grâce à des formulaires notamment, tant que la personne n'a pas dit oui je veux et pour certaines choses.
Pour ce faire, tu utilises des CMP, c'est un SaaS additionnel que tu ajoutes par exemple à ton e-commerce, donc Shopify, et ça te permet d'afficher ça de façon native, ça te permet d'afficher ça, disons, avec le plus de règles cochées par rapport à ce que tu as pu dire, et tant que la personne n'a pas accepté ou quoi, le tracking ne peut pas commencer. Et du coup, je te pose la question, comment ça peut nous affecter d'un point de vue annonceur et en tant qu'agence? Ouais, totalement. Ou freelance ou média buyer de manière générale. Avant de répondre à cette question-là, je voulais juste revenir rapidement sur le point que tu disais. Tu peux bien sûr, récolter des données de formulaire ou des trucs comme ça. Mais bien sûr, maintenant, je pense que ça fait partie aussi de cette loi-là. Mais tu dois avoir une petite check, un petit case à cocher en fait qui dit voilà, je consens que ces informations soient utilisées uniquement dans un but dans le but du formulaire. Par exemple, le contact ou l'inscription ou la demande de devis ou un truc comme ça. Mais par contre, effectivement, si tu soumets un formulaire et que la personne n'a pas accepté ou quoi, t'as pas le droit d'utiliser ces informations pour lui envoyer des newsletters à balles. Autre petite parenthèse aussi, parce qu'on l'a peut-être pas très bien spécifié. Est-ce que ça concerne les entreprises qui font de la publicité ou qui reçoivent du trafic depuis le Québec? Est-ce que c'est des entreprises qui sont basées au Québec, mais ça concerne par exemple leur site? Alors ça, du coup, non, justement, en fait, si vous êtes une entreprise du Québec, de Montréal par exemple, et vous avez un site web qui reçoit du trafic de partout dans le monde, vous allez devoir appliquer ces règles-là uniquement aux personnes qui proviennent de la région où la loi est appliquée, donc le Québec. Si vous recevez des personnes d'Europe sur votre site web, du trafic européen, là pareil, vous devrez avoir les réglementations européennes en vigueur. Par contre, si vous recevez du monde des États-Unis, pas en Californie, mais des États-Unis de manière globale, là vous pouvez y aller, vous pouvez tout déclencher sans problème. Mais voilà, et c'est un gros avantage aussi souvent des CMP, et puis parfois de certaines intégrations natives. Je sais que celle de Shopify, elle est assez forte là-dessus, où ça va permettre d'un peu plus facicilement en fait gérer justement la géolocalisation des gens et de gérer le consentement par rapport à ça. En fait. Et c'est là où en fait ça devient très technique et très complexe. C'est quand tu commences à mettre des variables de géolocalisation, etc. Du coup, les réglementations sont pas les mêmes et tout ça. Donc, ça peut vite devenir un casse-tête, en fait. D'accord. Et du coup, la conséquence de ça pour nous, ça serait quoi? Du coup, ça nous affecte clairement directement, hein, parce que, une fois ces règles en place, il y a forcément une perte de données, parce qu'en fait, on a rarement un taux de consentement de 100%. C'est-à-dire qu'on a des gens qui refusent qui donnent pas leur consentement pour qu'on utilise leurs données, etc. Donc, du coup, on a une partie de tous ces gens-là, en fait, leurs données, elles sont pas récoltées. On a une partie des conversions qui ne sont plus visibles aux yeux des algorithmes, surtout, et de vos rapports publicitaires, du coup, où ça vous enlève un petit peu de données pour faire vos décisions, et votre algorithme, ça lui enlève de la donnée qui est utile pour lui pour apprendre et savoir qui cibler le mieux, quoi. Donc souvent, c'est suivi par une petite baisse de performance. Hein, c'est normal parce que c'est comme un bodybuilder, si on lui enlève sa protéine, etc. Forcément, il va moins prendre en muscle. On est un peu face à un mini iOS 14 quelque part. Ouais, clairement. iOS 14, c'est arrivé un petit peu, si tu veux, dans les mêmes temps de la RGPD. En fait, quand la RGPD, la RGPD, elle est là depuis pas mal de temps, mais quand on a vraiment vu, la CNIL, donc c'est la partie, la législation européenne qui renforce, on va dire, la mise en place de la RGPD, on a vu en fait iOS 14 arriver en fait. Donc ça suit en fait toute cette vague-là, si tu veux. D'accord. Donc il y aura forcément une période un petit peu plus compliquée, et comme on a pu le voir avec iOS 14 qui était annoncé comme un tremblement de terre, Facebook s'en est remis, on a trouvé des solutions, etc. Ok. Mais du coup, c'est quoi les meilleures solutions pour les personnes touchées, pour les annonceurs, pour les agences, etc. Alors, la meilleure solution dans un premier temps, ça va être de ne pas paniquer, un petit peu comme iOS 14, etc. On a beaucoup de gens, moi j'ai eu des clients là il y a pas longtemps qui m'ont dit mais on m'a dit que la publicité Facebook ça allait plus servir à rien, le pixel n'allait plus servir à rien, et donc du coup non, faut pas écouter ces choses-là, faut pas paniquer. Il y a toujours des solutions, et même s'il y en a pas aujourd'hui, les annonceurs, les régies publicitaires, elles gagnent tout leur argent grâce à ça. Donc elles vont trouver une solution pour que ça fonctionne mieux. Ensuite, la deuxième chose à faire, donc, c'est de se concentrer du coup sur son setup de tracking et de web analyse.
et de mettre en place le maximum de choses qui vont vous permettre de limiter au maximum la perte de données. Okay. Vous allez perdre de la donnée, c'est sûr, c'est inévitable, mais il y a toujours des choses à mettre en place pour limiter ça au maximum. Je pense notamment au tracking server-side qui va pouvoir vous aider là-dedans. Attention, par contre, gros disclaimer, le tracking server-side, par exemple, il vous permet pas de contourner le consentement des utilisateurs. D'accord. Okay. L'utilisateur, s'il donne pas son consentement en tracking server-side, c'est pareil. Le tracking ne doit pas se déclencher. Okay. Par contre, il peut permettre de limiter l'effet de ITP. Donc, ITP, c'est Internet Tracking Protection. Donc, c'est tout ce qui va être dans vos navigateurs Internet, notamment okay. Safari. Ça va permettre de limiter aussi l'effet des ad blockers. Qui, même si la personne donne son consentement, s'il y a un ad blocker sur son navigateur, ça peut limiter en fait la récolte de données. Donc du coup, de manière globale, le tracking server-side, il va pouvoir limiter la casse en fait. Il va pouvoir limiter les choses qui sont réglementaires en fait de récupérer, mais qu'on pourrait ne pas récupérer si on n'avait pas ça en place. Ensuite, quand tu as une installation le plus robuste possible, donc avec du server-side, quelque chose de fiable, mon conseil, ça va être de regarder ces rapports pour en tirer en fait des tendances plutôt qu'une analyse au millimètre. Si tu connais ton taux de conversion global par canal, etc., post-consentement, ou même avec le consentement, tu peux rapidement en fait faire des calculs des produits en cours, etc., pour appliquer en fait ton taux de consentement sur ces chiffres. Donc, admettons, tu as un taux de consentement de 70%, ça veut dire qu'il y a 30% de tes chiffres qui sont pas visibles. D'accord. Donc, si tu as un taux de conversion, admettons, je suis pas le meilleur en calcul mental, mais l'idée, c'est que voilà, si vous avez 1000 visiteurs visibles du coup qui ont donné leur consentement, ça veut dire que vous en avez probablement un certain pourcentage qui reste et qui est pas visible. Si sur ces 1000 visiteurs là vous avez un taux de conversion de 2%, c'est fort probable que le taux de conversion il soit relativement similaire sur les 30% restants. Bon, même s'il y a des études qui disent que en général ceux qui ne consentent pas au tracking, ils ont un moins fort taux de conversion. Voilà. Donc on gardait ça en tête. Allez pas appliquer des taux de conversion sur la fourchette haute, sur ce restant. Mais voilà, c'est l'idée en fait, c'est que vous allez garder ça, prendre des tendances et du coup avec ces tendances-là, c'est là que vous allez faire vos décisions. En fait. Hey, j'interromps votre épisode de Social Selling pour parler à notre audience canadienne. Si vous cherchez un job en tant que média buyer, c'est possible. J7 Media ouvre de nouveau son recrutement sur le sol nord-américain pour des postes de média buyer ainsi que de directeur de compte en publicité Facebook. Rejoignez une équipe pleine d'ambition, soyez formés aux meilleures pratiques Facebook Ads et devenez un pilier de la croissance pour vos clients. Pour plus d'informations, ça se passe sur l'onglet carrière de J7 Media au j7media.com. Retour à l'épisode. Petite parenthèse, j'y pense, mais dis-moi. Est-ce que tu as déjà vu parce que les CMP, ce que tu expliquais avec les bannières pour proposer des cookies, est-ce que tu as vu des études ou des tests pour augmenter, des A/B tests pour augmenter le taux de consentement? Ouais, il y en a plein. Ah oui? Ouais, souvent, alors je les ai pas en tête, j'ai pas toutes les données en tête là, mais ça, vous pouvez les trouver souvent sur ça se trouve rapidement avec des recherches Google, mais il y en a plein. La chose dont je parlais, par exemple, le consent wall, ça va être une manière pour avoir un choix qui soit positif ou négatif. Par contre, il est vrai que des fois ça peut bloquer les gens et dire ok, moi je veux pas aller sur ce site web parce que déjà ils m'embêtent avec leurs cookies. Okay. Bon voilà, il y a plusieurs choses en fait, ça dépend ce que vous priorisez. Si vous priorisez le suivi des conversions, etc., mettez un consent wall qui force l'utilisateur à donner un consentement, comme ça vous êtes sûr que soit vous déclenchez, soit vous déclenchez pas. Si vous priorisez plus l'utilisation, l'expérience utilisateur, voilà, mettez une CMP qui est plus tranquille, on va dire, qui est moins agressive là-dessus. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place. Moi, je vous conseille de rechercher ces études-là. Acceptio, par exemple, en avait fait. Cookiebot en ont sûrement fait aussi. Je vois ça aussi sur Didomi, OneTrust rapidement. Il y a des articles là-dessus. Donc, en gros, ce que ça va vous ouvrir, c'est une nouvelle phase de test. Après votre landing page, votre publicité, votre audience, etc., votre offre, vous aurez maintenant aussi le test de CMP à mettre en place pour voir ce qui vous permet d'augmenter le consentement et donc d'avoir un meilleur suivi de votre tracking. Je te laisse poursuivre, sur ta question. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ensuite, derrière, donc dans les solutions qu'on peut mettre en place, il y a déjà des régies justement qui proposent des solutions pour limiter l'impact de tout ça. Okay. On a l'exemple de Google par exemple,
avec Google Ads, Google Analytics, etc., qui propose en fait ce qu'on appelle le consent mode. Donc, renseignez-vous sur la conformité de cette fonctionnalité avec votre DPO, votre avocat. DPO, c'est directeur de protection, le haut, je sais plus ce que c'est. Mais voilà, en gros, c'est le responsable de la protection des données chez vous. Mais renseignez-vous avec le fait que cette fonctionnalité soit bien légale, parce que c'est un petit peu une zone grise au niveau de la RGPD. Ouais. Google dit que c'est légal, mais il y en a qui disent que ça correspond pas forcément à la CNIL. Voilà. Ouais. Mais si vous voulez, l'idée de ça, en fait, ça va être de transmettre un paramètre, une petite valeur à Google avec tous les hits qui vont être envoyés, donc toutes les données qu'on va envoyer à GA4 et Google Ads. On va transmettre un petit paramètre, donc c'est-à-dire que peu importe si on a le consentement de l'utilisateur ou non, on va envoyer la donnée. Désolé pour le chien derrière. Pas de problème, vas-y, continue. On va envoyer la donnée. Par contre, si la personne ne donne pas son consentement, on va avoir donc le paramètre en gros qui, je vais vous épargner les trucs techniques, mais qui va en gros dire à Google, ok, là on n'a pas de consentement, du coup ces données-là on les utilise pour de la modélisation et on limite en fait la quantité de données qu'on peut envoyer. Petite parenthèse là-dessus, mais lorsque vous avez notamment un achat où il n'y a pas de valeur de panier, mais que vous avez vraiment une conversion attribuée à une publicité, voilà, il n'y a pas de valeur. Si vous passez votre souris au-dessus, il va vous expliquer qu'en fait, il a modélisé cette conversion parce qu'il a estimé qu'il y en avait une, mais qu'il pouvait pas la traquer. Donc forcément, on va profiter, et je dirais c'est peut-être même la force de très très grosses plateformes publicitaires qui ont énormément d'historique derrière elles, c'est qu'on va profiter de leur apprentissage, de leur algorithme pour probablement, comme tu disais, modéliser la perte de données à plein de niveaux. C'est ça, et puis en plus je sais pas combien ça représente de pourcentage de leur chiffre d'affaires à Facebook et Google, mais c'est facilement plus de 90, je pense, les revenus publicitaires, donc forcément on parle de milliards de dollars, donc vous vous doutez bien que quand on a ce revenu-là qui est à risque, elles vont mettre en place des moyens pour faire en sorte de limiter ça et que vous ayez une bonne expérience et des bonnes performances sur vos pubs. Donc ouais, le consent mode, c'est la méthode de Google en fait pour toujours pouvoir récolter des conversions et avoir une optimisation des algos. Voilà. Bon, après c'est plus complexe que ça, j'essaie de le simplifier au max. Bien sûr. Ouais. Mais après nous en Europe, donc ça va sûrement arriver, c'est sûrement aussi déjà dispo au Canada, etc. Mais on a en fait des solutions d'analyse qui sont, on va dire, des alternatives à GA4, donc qui est Google Analytics, comme Piano Analytics, on a Plausible, on a Matomo, voilà, il y en a pas mal. Et en fait, ces solutions-là, elles ont la possibilité d'être exemptées du consentement. Donc ça, en fait, c'est qu'il y a eu une sorte d'accord avec la CNIL qui dit que si on le configure de la bonne manière, on peut en fait déclencher le suivi via ces applications-là sans avoir de consentement. Forcément, derrière, vous vous doutez bien que quand on les utilise de cette manière-là, on a plein de données qu'on peut pas obtenir. Et du coup, il y a pas mal de choses qui sont plus accessibles. Les rapports e-commerce, par exemple, c'est les premiers à être impactés dans ces types de solutions-là quand on met en place l'exemption du consentement. Parce que même en fait, un ID de transaction, ça peut être considéré comme une information personnelle qu'on peut derrière nous relier à une personne physique. Donc derrière, ça on peut pas les avoir et ça saute. Donc voilà. Ok. Tu en as parlé un peu précédemment dans l'épisode. Est-ce qu'il y a des CMS qui offrent déjà des solutions natives? Tu as parlé un peu de Shopify, mais est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Ouais, alors en fait, souvent, ça va être sous forme d'application. Attends, parenthèse, CMS, c'est justement les services que vous utilisez pour votre e-commerce, que ce soit Shopify, WooCommerce, etc., etc. Petite parenthèse vocabulaire. Ouais, voilà, ça veut dire content, donc contenu management system. Donc rien à voir avec le consent, CMS pour le coup. Mais ouais, souvent on va avoir des méthodes par défaut en fait, si tu veux, natives. Je trouve que Shopify c'est celle qui a le plus poussé la chose, parce qu'ils ont vraiment une API en fait qui peut s'intégrer même avec des CMP tierces comme Cookiebot ou d'autres. Donc c'est vraiment bien fait. Après ouais, tu vas avoir par exemple dans Shopify, ils vont offrir la possibilité d'avoir une bannière par défaut si tu veux. Qui va être assez limitée en termes de personnalisation, etc. Mais tu as une bannière cookie native. Elle va avoir un impact donc sur le déclenchement de tes différents pixels d'application. Donc là, ce qui est important, par contre, c'est que souvent, ces intégrations natives, elles vont fonctionner si vous utilisez toutes les intégrations natives pour le reste, du coup, pour votre tracking. Donc, c'est-à-dire que Shopify, si vous utilisez leur bannière cookie native et que vous utilisez leur système par défaut, si vous voulez que le choix du consentement ait un impact sur le tracking, il va falloir
fort probablement que vous utilisiez l'intégration native pour Google, pour installer Google Analytics 4, le tracking Google. Il va falloir utiliser le canal de vente Facebook pour mettre en place le pixel Facebook, etc., etc. Donc, en fait, c'est bien, mais c'est pas bien. En fait, pour moi, c'est un petit peu comme les intégrations natives pour le tracking. C'est bien, ça dépanne, c'est facile, c'est rapide. Voilà, ça dépanne. Okay. Mais dès que vous voulez optimiser en fait tout ça, faut éviter d'utiliser ça. De toute façon, c'est toujours ça. La qualité, c'est toujours, c'est souvent ce qui coûte un petit peu plus cher à mettre en place et ce qui prend un peu plus de temps. Mais c'est pour ça que c'est de la qualité derrière. Ok, d'accord. Je pense qu'on a une bonne situation de ce que recommande et ce que demande finalement la loi 25 au Québec. Je l'avais promis pour nos auditeurs en Europe. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'il y a en équivalence pour l'Europe et notamment en France à ce niveau-là? En France, si vous voulez, ça va être globalement la même chose en fait. Je pense que les différences, elles vont vraiment se voir sur les petits détails en fait de législation. La seule grosse différence, on va dire, avec la France, c'est que nous, ça fait quand même quelques années que c'est mis en place. Donc, si c'est un sujet qui est nouveau pour vous et que vous avez un e-commerce ou un site avec beaucoup de trafic français, faut vous poser des questions. Alors, soit c'est un choix, et moi, je ne juge pas, vous faites comme vous voulez, mais vous vous soumettez à des assez grosses, vous mettez en risque pour avoir des grosses amendes. Oui, très français le terme que, voilà, elles existent. Il y en a qui s'en prennent. Après, forcément, vu qu'on est un peu dans une période de transition, je pense que les organismes juridiques sont, c'est pas si vous êtes contrôlé, bam, vous avez une amende directe. Je pense il me semble qu'il y a une période quelques semaines pour remettre votre installation aux normes, etc. Mais attention, parce que plus on attend, moins elles vont être permissibles. Voilà, permissibles. Donc voilà, globalement, c'est la même chose en France. Vous devez avoir une politique de confidentialité, vous devez avoir une bannière de consentement qui vous permet de récolter le consentement et de déclencher vos différentes balises en fonction de ce consentement. Et vous ne devez pas déposer de cookies qui ne sont pas obligatoires au fonctionnement de votre site sans avoir un consentement du utilisateur. D'accord. Donc en synthèse, vous recevez du trafic du Canada ou de la France, vous devez avoir une bannière de consentement, un CMP. On en a cité plusieurs. Il y a Cookiebot, Seerdata, OneTrust, Didomi, Acceptio. Voici ce que tu as pu mentionner. Il en existe aussi de façon native sur votre propre CMS. CMS, par exemple, sur Shopify. Alors, ce que tu expliquais même dans nos épisodes par rapport au tracking, c'est très bien, ça peut dépanner. Maintenant, c'est pas la perfection. Et c'est d'ailleurs loin d'être la perfection. Il vaut mieux mettre ça au début pour ensuite rapidement passer à autre chose. Et globalement, va falloir se renseigner là-dessus. Et il va falloir ne pas hésiter justement à lancer même des tests avec vos bannières de cookies, justement pour augmenter le taux de consentement. Et j'étais en train de me faire cette réflexion dans ma tête, mais finalement, cette loi et tout ce genre de loi qui restreignent un peu la collecte de data, finalement, ça va surtout positionner, je trouve, des acteurs déjà bien établis comme Facebook Ads et Google Ads. Ça va encore plus les asseoir, disons, sur cette dominance, parce que ça va être de plus en plus difficile pour une nouvelle plateforme de publicité d'arriver, sachant que, comme tu as pu le mentionner, mais il y a une partie de modélisation de la donnée, à savoir lorsqu'on ne sait pas, lorsqu'on ne peut pas traquer, on se retourne vers notre historique, on se retourne vers nos algorithmes, etc., pour se dire, OK, là, il y a probablement une conversion, OK, là, il a probablement fait telle chose. Donc, on l'annonce sur notre rapport. Je sais pas ce que tu en penses un peu à ce sujet, mais j'ai l'impression que finalement, ça va surtout aider les plateformes publicitaires qui sont déjà installées. Ouais, non, c'est vrai. Puis forcément, ces plateformes-là, elles ont plus de budget pour développer des choses avec l'intelligence artificielle ou des trucs comme ça pour aider justement ce truc-là. Mais ouais, derrière, c'est clairement, on l'a vu à l'arrivée de TikTok, par exemple. C'était pas forcément en relation avec les RGPD ou les choses comme ça, mais le suivi des conversions au début sur TikTok, c'était très moyen en fait, on va dire, et ça leur a pris quand même un petit peu de temps pour arriver à un niveau similaire, tu vois, de Facebook ou des choses comme ça. Donc ouais, non, c'est vrai. Je le vois notamment sur la J7 Academy, qui est notre écosystème pour vous enseigner Facebook Ads et faire en sorte que vous restiez le meilleur dans ce domaine, parce qu'on sait qu'il bouge pas mal. Il y a eu une bonne période où on nous posait des questions vis-à-vis de TikTok Ads, comment lancer une campagne, etc., etc. J'ai l'impression que pas mal de membres s'y sont essayés, et depuis, ce canal TikTok n'a plus aucune activité depuis des mois. Ouais,
souvent c'est ça. Ouais. Je me rappelle, je faisais encore de la publicité quand ils avaient lancé TikTok Ads et j'avais essayé sur certains clients. Et au début c'est cool parce qu'on se rend compte que les clics sont vraiment pas chers. On arrive à obtenir du trafic et des clics pour vraiment que dalle. Et après en fait on se rend compte que c'est juste ça convertit pas quoi. Donc du coup pas hyper intéressant. Évidemment on n'attaque pas TikTok Ads. Non, ça peut. Voilà. Il y en a qui arrivent à l'utiliser. Oui, voilà, exactement. C'est juste que on a pu observer cette tendance pas mal vis-à-vis de notre propre écosystème de publicité. Et puis par rapport à ce qu'on voit surtout, c'est la restriction de la collecte des données à plusieurs niveaux. Rémi, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir donné autant de conseils et d'informations parce que c'est effectivement un point assez nébuleux, assez complexe, assez technique. Donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, une petite note sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Rémi, un mot de la fin avant de quitter l'épisode? Alors je voudrais bien dire 3 mots très rapidement. La première chose, petit rappel, les CMP dont on parlait, il y a des versions gratuites pour la plupart de ces CMP, donc parce que c'est un SaaS, n'ayez pas peur. Oui, il y en a qui coûtent des fois cher, mais il y en a aussi qui proposent des versions gratuites. Donc testez-les, utilisez-les. Et voilà, c'est une première chose. Deuxième chose, on parlait des risques, et on l'a pas mentionné, mais le risque, juste pour faire un petit piqûre de rappel, les amendes, elles peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial de votre société et ça peut aller jusqu'à 25 millions de dollars. Donc voilà, si vous êtes une entreprise qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, voilà, même s'il faut vous faire accompagner d'un avocat et que ça peut coûter cher au début, gardez ça en tête pour justifier un petit peu le coût de l'installation et de l'accompagnement. Voilà, ça peut toujours aider. Et puis voilà, et puis dernier petit mot de la fin qui a rien à voir avec le tracking, mais moi je passe une très bonne semaine, ça commence très bien parce qu'on a la France a gagné les championnats du monde de motocross ce week-end, donc je suis ravi. Parfait Rémi, écoute, merci d'avoir été avec nous. Quant à vous tous, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. Portez-vous bien, à très vite. Ciao. Social Selling. Social Selling.